Alors, on est ensemble jusqu'à 20h pour Et en même temps avec Titiou Lecoq. Bonsoir Titiou. Bonsoir. Et Nicolas Doménac. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Pour interroger Daniel Obono, je le répète, député de Paris, porte-parole national de la France Insoumise. On est dans un moment un peu particulier de cette tempête politique qui nous agite depuis plusieurs jours maintenant. Peut-être dans l'œil du cyclone, ce moment, ce week-end, donc, où tout se fige avant de repartir encore plus fort. Il y a des consultations, on le sait, des grandes manœuvres, probablement pour un remaniement. Avant d'évoquer la suite, ce qui se profile pour les prochains jours, comment analysez-vous ce qui s'est passé ces derniers jours? C'est une crise politique, une crise institutionnelle, une crise de régime? Quel est votre qualificatif? Écoutez, on va voir comment ça se déroule, parce que tous les jours, on en apprend quasiment de nouvelles. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que depuis la dite affaire Benalla, dont nous disions déjà qu'elle signifiait quelque chose de profond dans le système de la Macronie, on voit les répercussions et la démission avec fracas de M. Collomb est une de ces répercussions-là. Donc je pense qu'il y a au moins une crise dans le régime macroniste aujourd'hui et c'est ce qu'on voit se dérouler là depuis plusieurs semaines. Et c'est vrai que ce n'est pas simplement la démission de M. Collomb, c'est celle de M. Hulot qui a quand même signé la rentrée de ce gouvernement avec un bilan politique très dur, très critique, y compris qui reprend des choses que nous disions, mais que lui dit en ayant l'expérience d'un an de tentative de mener une politique écologique au sein de ce gouvernement. Donc voilà, je pense que le bilan d'un an de Macronie au pouvoir est de l'intérieur même, ce n'est pas simplement l'opposition, mais ce sont des acteurs clés de ce système qui mettent en avant son échec. Ce qui se profile, c'est un remaniement XXL avec probablement une démission du Premier ministre qui serait réinvesti d'une certaine façon immédiatement, mais ça aurait des conséquences. Probablement un discours de politique générale ensuite à l'Assemblée, et puis évidemment une nouvelle équipe. Est-ce que vous êtes favorable à ce nouveau souffle d'une certaine façon ? Mais écoutez, je pense que c'est quand même la moindre des choses que le gouvernement dont on ne sait plus en fait qui dirige dans ce gouvernement. Vous avez vu, M. Collomb est passé par-dessus la tête de son Premier ministre pour indiquer aux médias et à M. Macron qu'il claquait la porte, tout simplement. Donc on se demande bien ce que M. Édouard Philippe fait de ses ministres et avec son équipe, s'il n'est au courant de rien. Il n'était pas non plus au courant, je crois, de la démission de M. Hulot. Donc il y a quand même un certain nombre de questionnements qu'on peut se poser sur qui dirige ce gouvernement. Donc après nous, on est critique, compris du régime de la Ve République, parce que c'est ce régime-là qui fait que le Premier ministre n'est souvent que soit le fusible, soit le paratonnerre, et que au final c'est le président qui décide de tout. Il s'en est d'ailleurs vanté. Rappelez-vous cet été, c'est moi le responsable, venez me chercher. Donc on voit bien, c'est poussé jusqu'à la caricature. Mais c'est vrai que constitutionnellement, le gouvernement, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et effectivement, depuis plusieurs mois, en tant que parlementaire, on a un peu l'impression qu'on ne sait pas trop à qui on peut s'adresser pour avoir des réponses qui sont dues aux représentants et représentants du peuple que nous sommes. Et donc, nous attendons effectivement que, pour le coup, l'ordre institutionnel soit respecté et que le Parlement soit respecté, que M. Édouard Philippe puisse venir expliquer un peu ce qu'il fait. C'est une crise dont vous ne nous dites pas d'ailleurs vraiment la nature, mais qui ne vous profite en rien, ce qui en même temps montre la limite de cette crise-là. Elle n'a pas l'ampleur peut-être que vous souhaiteriez. En tout cas, on voit aucun des leaders de l'opposition, quels qu'ils soient, les Insoumis en particulier, en profiter. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie profiter d'une crise. Nous ne sommes pas à la recherche... Être plus écouté, être plus entendu même, qui sait. Nous ne sommes pas à la recherche de crise pour la crise. Nous défendons, et nous l'avons montré, je pense que nous faisons un travail sérieux, organisé, sur le fond des dossiers au Parlement. Et nous sommes 17 avec nos équipes et l'ensemble du mouvement qui nous aide là-dessus. Et nous nous opposons aux politiques et aux conséquences de ces politiques-là. Que la Macronie soit en crise et qu'elle se prenne les pieds. Alors voilà, on est souvent plus spectateurs, comme vous d'ailleurs, de ce qui se passe. On a appris tout l'été, au jour le jour, qu'il se passait ci, que tel disait ça. Enfin, quand on a essayé de prendre nos responsabilités en tant que parlementaires en disant il faudrait peut-être faire une commission d'enquête, qu'on ait les moyens de juger sur pièce, etc. Ils ont tout fait pour faire planter tout ça. Donc non, nous on recherche pas la crise pour la crise. Mais il n'y a pas de vase communicant, pardon de vous couper. Il n'y a pas de vase communicant.
popularité d'Emmanuel Macron ne signifie pas un bond de popularité de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. La politique comme la vie, c'est pas une question de vase communicant, il n'y a pas une addition. Je vous rappelle quand même que, en termes de popularité, je crois que M. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le moins bien loti en ce moment, y compris comparativement à Emmanuel Macron. Mais nous, on ne cherche pas un petit jeu du plus ou de moins. Je pense qu'on est un mouvement qui se déploie et peut-être que vous n'en parlez pas sur vos plateaux, mais on a des insoumis et des insoumises qui sont aux côtés des salariés. On ne voit pas d'incarnation d'alternative. On ne voit pas d'incarnation d'alternative. Vous devriez regarder plus attentivement ce qu'on regarde fait. Avec attention, on voit beaucoup de dissensions pour l'instant, mais pas vous verrez l'alternative qu'on est en train de construire, qu'on a construite pendant un an en tant que groupe parlementaire et qu'on va continuer à construire avec notamment les candidats et les candidates à l'élection européenne. Il y a du contenu, je pense qu'on peut nous faire beaucoup de reproches, mais certainement pas d'avoir du contenu et des propositions alternatives. Ensuite, malheureusement, nous ne sommes pas maîtres de ce qui est dit et ce qui est raconté sur nous. Et par contre... Mais vous êtes là pour vous exprimer. Voilà, alors, Titou Lecoq, s'il vous plaît. Il y a votre dernier édito sur votre site, j'ai noté le titre, s'intitule « Pour que viennent les jours heureux et le goût du bonheur ». C'est très joli. Et c'est une question vraiment très sincère. Face à l'inaction sur le plan écologique, la montée de la xénophobie, les violations sur les droits des femmes qui sont quand même en danger, la montée de pouvoirs autoritaires un peu partout dans le monde, si les jours heureux et le goût du bonheur, est-ce que vous pensez vraiment qu'on n'en est pas loin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décourageant en ce moment dans l'ambiance politique générale? Moi, je pense qu'il y a plus un esprit de résistance plutôt que de bonheur. Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre, véritablement. C'est un édito que j'ai écrit pour le bilan de première année de mandat. J'ai fait un 4 pages que je diffusais dans ma circonscription. Et je pense que oui, c'est pas juste une atmosphère, c'est une réalité. Dans la vie des gens, au quotidien, les difficultés économiques, les attaques racistes, sexistes. Encore aujourd'hui, il y a eu une attaque homophobe dans le 19e arrondissement. La vie des gens est extrêmement dure. Et donc, ça se reflète au quotidien. Et en même temps, pour reprendre le titre de votre émission... Il a le petit jingle à chaque fois qu'on le cite. Ah d'accord, ok. Vous êtes c'est le bingo, ok, d'accord. Non, mais en même temps, je pense qu'il est fondamental de pouvoir donner à voir que ce n'est pas une fatalité. Oui, le monde dans lequel on vit n'est pas une fatalité. Nous avons les moyens aujourd'hui, nous avons les moyens économiques, nous avons les moyens politiques de faire autrement. Et moi, une des choses qui m'a le plus inspirée, effectivement, dans cette campagne présidentielle que nous avons menée, dans la campagne législative et dans le mouvement qu'on construit, c'est de donner à voir une perspective, une alternative, justement, quand tout apparaît bouché, quand tout apparaît, on se sent découragé, de donner cette envie. Et moi, je crois fondamentalement, je crois de manière déterminée que oui, c'est possible de changer. C'est urgent, mais c'est possible. Et c'est pour ça que je me bats au quotidien. Donc c'est oui, mais donner à voir cet horizon émancipateur. De voir au sein même de votre parti que, effectivement, tu faisais allusion tout à l'heure, il y a des divergences. On sait qu'il y a des sujets qui crispent sur comment, par rapport aux migrants, comment est-ce qu'il faut se positionner, etc. Enfin, tout est tellement compliqué, tellement lourd, même sur des sujets comme cela. Ah mais bien sûr qu'on débat, et encore heureux qu'on débatte et qu'on discute. Si on ne débattait pas et si on ne discutait pas, on dirait qu'on est une espèce de secte sous la houlette d'un gourou. On l'a dit d'ailleurs, de toute façon. Et puis quand on discute et on débat, ça ce n'est même pas le propre juste de la France Insoumise, c'est le propre de toute la gauche, de tout le mouvement progressiste. Mais même sur des sujets aussi fondamentaux, on pourrait dire que c'est un socle commun qui est déjà acquis. Je crois qu'il y a un socle commun, véritablement, et je pense que vous demanderiez à l'ensemble de mes 16 autres collègues, je pense que quand on a passé les heures et le temps qu'on a passé avec nos équipes à défendre une autre perspective face à la Macronie, face à l'extrême droite sur la question de l'asile et de l'immigration. Je crois qu'on est tous fiers et on porte tous fièrement le programme et les propositions qu'on a fait. On a 40 pages de propositions qu'on met en avant. Après, bien sûr qu'on débat et on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas comment faire et on essaie de trouver. C'est comme ça qu'on a construit notre groupe et notre collectif. Et moi, je suis fière de ce travail et je pense que tout le monde en est fier. Après, on assume aussi de ne pas avoir toutes les réponses et de devoir en
discuter. Mais moi, je ne vois pas ça comme une dissension, je ne sais quelle. On va reparler des... Pas de découragement, quoi. Non, la situation est dure et difficile, comme vous l'avez dit. Okay. Mais moi, je suis plutôt... je reste déterminée à porter, à défendre avec mes collègues et mes camarades nos idées. Et je suis fière du travail qu'on fait. Et j'espère bien qu'on va continuer et être encore plus nombreux avec, j'espère, l'arrivée de Farida Amrani, une 18e insoumise à l'Assemblée, pour porter ce message. Vous incarnez, depuis un peu plus d'un an maintenant, 16 mois, un renouvellement politique, et notamment à l'Assemblée, bien sûr, mais au gouvernement, il y a beaucoup eu aussi de renouvellement, de nouvelles têtes, des femmes, bien sûr, la parité a été respectée dans ce gouvernement, des personnes de la société civile. Là, que va-t-il se passer? On se demande d'ailleurs, est-ce que cette société civile qui a été beaucoup critiquée durant cette première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron doit continuer, selon vous, à être présente? Est-ce que c'est un atout, la société civile, pour un gouvernement? Ah ben bien sûr. Après, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la société dite civile. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu justement la Macronie se féliciter d'avoir introduit la société civile et blablabla. Et puis, quand il faut discuter des textes, ils n'ont pas de mots assez durs pour mettre en cause, y compris le travail d'associations et d'ONG comme Oxfam, qui traitent de tous les noms à l'Assemblée nationale, y compris d'expliquer que les ONG font le jeu des passeurs. C'est dans la bouche de députés de la majorité qu'on a entendu ça pendant le débat. Donc, on voit bien que malheureusement souvent il s'agit plus d'une opération de communication, voilà, pour ça fait partie de toute la communication du soi-disant nouveau monde. Est-ce qu'il y a un profil dans le gouvernement? Je sais que vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas là pour dire du bien du gouvernement, mais est-ce qu'il y a une personnalité, un profil dont vous vous dites il ou elle a essayé de faire le boulot et de défendre des convictions? Est-ce que quelqu'un vous a, dans la société civile, vous a convaincu? Je ne sais pas lesquels vous considérez comme la société civile, mais si vous regardez, nous ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est pas une question de personne, parce que même à l'Assemblée nationale, c'est plus que le gouvernement. Quand on est ministre, à l'Assemblée nationale, non, vous pouvez me dire personne, j'entendrai. Je vais expliquer, parce que c'est pas une question encore une fois de personne. Notre attitude, par exemple, pendant toute l'année vis-à-vis de Nicolas Hulot, qui était présenté comme la société civile par excellence. Nous pensons que ce gouvernement, et nous pensions dès le départ que ce gouvernement n'était pas engagé dans une réelle volonté, vision stratégique de transition écologique. Mais on a pris au mot Nicolas Hulot, qui, je pense, voulait défendre sincèrement ses idées. Et à chaque fois, à chaque discussion, on a dit, nous, on est prêt à voter avec vous si vous avancez de manière cohérente. Donc voilà, c'est ça notre attitude. Et vous ne l'avez jamais fait? Si, bien sûr que si. Quand on a eu le débat, par exemple, sur le projet de loi sur la question des hydrocarbures, on a dit, voilà, nous, on est prêt à voter à ces conditions. Voilà. Après, on pense, et je pense que la réalité nous a donné raison, et M. Hulot lui-même est arrivé à la conclusion qu'il est impossible de faire avancer une véritable vision écologique dans ce gouvernement dominé par les lobbies et par des intérêts particuliers. Nicolas Domenach. En passant, vous nous avez dit nous ne sommes pas une secte qui serait guidée par un gourou. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'est pour vous Jean-Luc Mélenchon. C'est un chef, un patriarche, un inspirateur, un commandant de thé. C'est quoi? Donnez-moi votre définition. C'est un homme politique engagé, c'est un camarade. Et c'est le président de notre groupe parlementaire, on l'a élu, c'est la seule fois où on a fait, je crois est-ce qu'on a fait un vote? Je me rappelle plus si on a fait un vote, mais bon, ça c'était unanime, c'est le président de notre groupe, ça a été notre candidat à l'élection présidentielle, donc voilà, c'est à la fois... Et quand il donne la ligne, vous suivez? Mais c'est jamais comme ça que ça se passe en réalité, en vrai, dans toutes les organisations, en tout cas moi, les organisations politiques que j'ai connues, que j'ai construites, c'est toujours, et c'est y compris pour ça que moi je suis aujourd'hui à la France Insoumise et que je suis dans ce groupe et que je suis fière du travail que nous avons fait, c'est toujours un débat politique, de conviction. Mais et Jean-Luc Mélenchon défend des idées et toutes les sensibilités, on est 17 quand même, hein, parce que malheureusement les médias, pas vous, mais beaucoup de médias ont tendance à se focaliser sur Jean-Luc Mélenchon, qui est ce qu'il est et qui est la figure, mais il y a 16 Mais c'est votre prochain candidat à la présidentielle quand même ou pas? Pour le moment, c'est notre président de groupe. Et il y a 16 autres membres dans ce groupe. Muriel Ressiguier, Bénédicte Taurine, Mathilde Panot, Adrien Caténins. Je crois qu'on est, y compris le groupe qui a mis en avant le plus de figures
politique nouvelle aujourd'hui. Donc tout cela, toutes ces personnes sont issues de combats, sont issues d'engagement, ont des sensibilités, et je vous assure que on n'est pas les derniers à exprimer ce qu'on a à dire dans ce groupe-là, et c'est comme ça, y compris, qu'on a construit un groupe cohérent, unifié, avec en même temps des diversités. Je ne suis pas François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Majid Panot, mais vous voyez bien qu'il y a dans cette diversité-là une cohérence, parce qu'on est d'accord sur le fond. Voilà. Vous restez avec nous, Daniel Obono, vous êtes notre invité jusqu'à 19h. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Mais en même temps. En même temps. Et en même temps. En même temps. En même temps. Et en même temps. Daniel Obono est l'invité de Et en même temps ce soir jusqu'à 19h, député de Paris, porte-parole national de la France Insoumise, avec Titu Lecoq et Nicolas Domenac qui m'accompagnent pour vous interroger. Emmanuel Macron est très critiqué pour son style, son franc-parler. Cette semaine à nouveau, face à des retraités, il y a eu une petite phrase qui a suscité beaucoup de commentaires. Les Français devraient moins se plaindre, a dit le président de la République. C'est vrai qu'il aime bien provoquer, il aime bien choquer, il n'aime pas les journalistes. Du coup, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre. Ce style, ce franc-parler, est-ce qu'on ne pourrait pas le rapprocher de celui de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, je ne sais pas si c'est un franc-parler ou plutôt l'expression d'un surmoi ou d'un ça qui traduit son mépris de classe. Franchement, Sarkozy avait fait la même en se présentant comme le président qui parle franc, qui parle fort. Chacun le joue à ce jeu-là. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, outre l'insulte et le mépris qu'on peut ressentir et le dédain qu'on ressent dans les propos qui traitent les retraités de fainéants, de râleurs, les Gaulois réfractaires et autres, mais l'enjeu, c'est qu'un discours, y compris des petites phrases, elles portent un message politique. Et je pense que la nature de ce que porte quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres de notre mouvement est tout autre. Et c'est un franc-parler. Je parlais pas du fond, je parlais du style. Oui, mais dans la provoque, traduit Mélenchon est le roi de la provoque. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a, y compris dans les coups de gueule, un vrai sens politique. C'est-à-dire de dire pourquoi, à un moment donné, on a réhabilité. Je parlais tout à l'heure de la campagne. Moi, un des moments qui m'a le plus touché dans la campagne, c'est quand on est allé faire ce déboulé, je crois que c'était à Tourcoing, et Jean-Luc Mélenchon a fait ce discours où il parlait de notre campagne en disant que c'est une campagne qui s'adresse à la tête et au cœur. Et il y a un passage très très beau, que je trouve moi très beau, où on dit on assume l'affect en politique. On pense que cet affect qui traduit nos principes, nos idées, nos idéaux, et en même temps c'est le cœur, c'est la tête et le cœur. C'est un peu déstabilisant. Mais voilà, et voilà, il y a un message politique là-dedans de dire, nous on est 17 à l'Assemblée, on n'est plus vraiment des gens comme tout le monde parce qu'on est député avec tout ce que ça change, mais on est aide-soignante, bibliothécaire, etc. Voilà, on est des gens normaux qui parlons comme des gens normaux. Oui, mais vous esquivez quand donc, même. Vous esquivez, non, pardon, il y a un parallèle à faire quand même entre Jean-Luc Mélenchon et le président de la République. D'ailleurs, la meilleure illustration, c'est que quand ils se retrouvent, comme à Marseille l'autre fois, mais comme ils sont délicieux l'un envers l'autre, ils se respectent, ils se considèrent, ils se regardent au fond comme des égaux. L'un étant président et l'autre, au fond, peut-être président de rechange, ou en tout cas... Ça, c'est sûr. C'est d'une autre... Moi, je trouve que c'est un président... Ce serait, et ce sera peut-être un président d'une autre ampleur. Mais la vérité, c'est que... Et ça a l'air de surprendre tout le monde que Jean-Luc Mélenchon soit une personne respectueuse et délicieuse. Ça ne surprend que ceux qui en ont une image grotesque. Oui, et il l'a très bien expliqué. Il est 1h ou 2h, je ne sais pas quelle heure du matin, sur le Vieux-Port. Il est censé faire quoi? Lui sauter à la gorge. Et il n'a jamais eu, que ce soit de ces échanges, pas juste avec M. Macron, mais avec Édouard Philippe. Je pense que là aussi, ça avait surpris tout le monde qu'il puisse avoir un échange respectueux, polémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du théâtre alors un peu? Non, ça s'appelle juste de la courtoisie, de la politesse. Ça n'empêche pas, y compris à d'autres moments, d'être plus dur, mais c'est juste savoir, il y a des moments où il n'y a pas besoin, y compris ils n'avaient pas besoin là d'en revenir au sujet plus dur, plus ferrailleur, parce qu'ils avaient déjà eu une discussion par ailleurs. Ce serait du théâtre que de rejouer sans cesse un numéro, alors que là, dans l'après-midi, ils avaient déjà eu, et ils ont eu d'autres occasions de s'opposer. C'est exactement de la manière dont nous on travaille à l'Assemblée également. Il y a des moments où on est très dur et très frontaux parce qu'on porte un message qui doit bousculer.
Et puis il y a beaucoup d'autres moments où on discute, même avec des députés de droite avec qui, franchement, on n'a absolument rien en commun. Mais voilà, on se respecte et on peut même des fois, vous voyez, voter avec eux. Vous n'avez pas respecté Valls, vous n'avez pas beaucoup respecté Valls avec vos pancartes qui étaient des pancartes d'un niveau de lycée, de collège, de chahut, quoi. C'était pas un niveau c'est pas un niveau de député, peu importe. Alors, on va rappeler juste d'un mot, s'il vous plaît. On va rappeler juste d'un mot que donc il y a eu ces pancartes bon débarras, en effet, au moment où Manuel Valls a fait ses adieux à l'Assemblée. Reconnaissez que ça a choqué beaucoup de gens. Ça peut en choquer. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il puisse être fait une standing ovation pour l'œuvre de Manuel Valls à l'Assemblée. Vous avez le droit de pas applaudir, mais de là à lui dire bon débarras. On a le droit de le féliciter, mais que l'Assemblée nationale, au moment des questions au gouvernement, parce que je vous rappelle que là, c'était pas un meeting, hein, c'est les questions au gouvernement, où on est censé adresser un certain nombre de remarques, de questions au gouvernement. Et la Macronie, la République en marche, a choisi ce moment-là. Donc c'est un choix politique. Ils font une démonstration politique. Et nous, on l'a pris comme ça. Ça a d'ailleurs été indiqué bien avant dans les journaux. Vous le saviez à l'avance qu'il y aurait standing ovation. Ah bah oui, mais nous l'avons Comment appris. l'idée vient? Vous êtes réunis et il y en a un qui dit on va faire des feuilles avec écrit bon débarras. Nous avons appris par la presse, d'ailleurs, par certains de vos confrères, que la République en marche prévoyait de faire une standing ovation, de se lever et d'applaudir pour Manuel Valls. Voilà, c'est à ça que nous réagissons. Et que de notre point de vue, non seulement je pense que l'Assemblée nationale n'est pas faite pour ça, pour donner des tribunes. Mais c'est fait pour dire bon débarras. C'est pareil, vous faites le même reproche. Non, nous on exprimait politiquement. C'est au même niveau. La République en marche a choisi de faire un acte politique et nous nous en faisons un. Et oui, et nous estimons qu'il n'y a pas de vers le bas là. Bah écoutez, je sais pas. En tous les cas, moi, je n'ai pas de problème à assumer le fait que, au moment où on applaudit l'homme du 49-3, l'homme de la déchéance de la nationalité, un homme qui a passé des semaines, la seule fois où on l'a vu sur les plateaux, c'était pour venir nous insulter, nous traiter de tous les noms. J'ai pas de problème à assumer. Vous vous souvenez quand même que c'était le Premier ministre au moment des attentats et qui a tenu un discours d'union nationale applaudi par l'Assemblée nationale debout. Je veux dire, il y a des moments où les conflits secondaires doivent céder le pas. Il a peut-être oublié le discours d'union nationale qu'il avait tenu quand il est venu sur tous les plateaux nous insulter, m'insulter moi. Hein. Retrouvez les vidéos, vous les avez entendues. Quel type d'insulte, m'insulter moi et me traiter de islamo-terroriste, de n'étant pas clair, etc. Enfin, franchement, on les retrouve ces vidéos-là. On vous entend ce soir. C'est pas à moi qu'on je pense qu'on aurait pu s'éviter ça si la République en marche n'avait pas choisi encore une fois de faire une démonstration politique, de se lever et d'applaudir, parce que oui, nous on n'est pas d'accord pour se lever et applaudir. Le président de la République vit en effet une séquence politique extrêmement difficile. Je le rappelle, il y aura un remaniement dans les tout prochains jours, mais il est aussi protégé d'une certaine façon par la Constitution, par cette 5e République. Alors cette semaine, à l'occasion des 60 ans de la Constitution, il a évoqué ceux qui veulent changer de République. On écoute. Ceux qui vont dans ce sens et qui, parfois, comme dirait le général, sautent comme des cabris sur leur chaise pour vouloir une 6e République, n'aiment simplement pas l'État et n'aiment pas qu'on décide. Aucun pays n'avance si on ne décide pas. Regardez les pays autour de nous qui sont bousculés par les extrêmes, où il devient impossible de passer le moindre texte de loi. La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'avancer pour qu'ils décident, l'a expliqué aux Français quand ils l'ont choisi. Ceux qui veulent une autre République n'aiment pas l'État. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je pense que ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui détruisent les services publics, comme le fait aujourd'hui sa majorité, son gouvernement. Ceux qui n'aiment pas l'État social, c'est ceux qui remettent en cause la sécurité sociale, comme on va avoir comme débat à l'Assemblée nationale. Franchement, c'est encore du grand n'importe quoi macroniste. Franchement, nous expliquer que en fait, le seul système qui permet la démocratie aujourd'hui en Europe, c'est la 5e République, en prenant l'exemple de d'autres pays qui ont des systèmes parlementaires différents, qui n'ont pas un monarque présidentiel, pour dire en fait, il n'y a aucune loi qui peut être passée dans ces pays, et il n'y a que ici, parce qu'il y a la 5e République et il a la majorité qu'il a, qu'on arrive à faire tourner la boutique. Voilà, c'est du niveau de la Macronie où on fait des mots avec sa bouche et qui n'ont aucun sens. Voilà. Mais ça permet quand même, ces institutions, une stabilité quand même que d'autres systèmes ne garantissent pas. En tout cas, la perspective de votre 6e République n'est pas de ce point de vue-là
extraordinairement rassurante. Écoutez, vous avez l'impression que, alors, je vais peut-être pas parler de la Grande-Bretagne à cause du Brexit, mais là c'est un débat politique, mais institutionnellement, l'Allemagne, qui est citée en grand exemple souvent pour plein d'autres choses, est un système tellement plus instable qu'une 5e République dont la Constitution a quand même été révisée plus d'une vingtaine de fois. Donc, sur la question de la stabilité, on peut aussi trouver mieux. Et puis après, c'est pas une question de... Nous, on n'est pas attachés à l'idée d'une 6e République, c'est simplement de faire le constat qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a une constitution qui a été faite pour un homme, pour un moment politique particulier, pour une société particulière. On parle de la France des années 60 au XXe siècle. Mais pour une histoire particulière, qui est une monarchie qui a fait l'union du pays. Vous n'allez pas me donner comme ça un coup de balai là-dessus. Non, mais bien sûr que non. Il y a d'autres choses qui ont fait, heureusement, l'union de ce pays, ses avancées sociales, ses progrès sociaux. Donc voilà, on parle d'un régime qui correspond à une époque, à un moment, à une société qui a énormément changé en 60 ans. Et pour nous, justement, parce que les institutions ne devraient pas être extérieures à la société, ne devraient pas planer un peu au-dessus et puis s'imposer aux êtres comme si elles étaient toutes puissantes. Elles doivent traduire l'état de la société, l'état de ses progrès, et c'est ça que nous défendons dans la 6e République. Et surtout, ce que nous défendons, c'est pas d'appliquer la 6e République, c'est un processus constituant pour arriver à cette 6e République. Il parlait là, enfin, entre autres choses, il disait il y a la montée des extrêmes et on peut faire tous le constat de la grève civique, de l'abstention, du désespoir qui existe partout. Nous, ce qu'on propose, c'est une manière de sortir tous ensemble, par le haut, par un débat, par refaire collectif, refaire du commun politique et refonder aussi les principes, les idées, les institutions par ce processus. Donc je pense que c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus disruptif, beaucoup plus libérateur des énergies, pour reprendre la langue macroniste, que s'accrocher à des institutions qui ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps, elles ont eu un rôle, mais elles ont fait leur temps. Titu Lecoq. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction d'être dans un parti qui est quand même très très incarné par un Jean-Luc Mélenchon qui joue l'incarnation, qui joue effectivement comme Emmanuel Macron, moi je suis proche du peuple et je parle au peuple, etc. Et je suis très anti-journaliste. Bon. C'est d'être dans cette incarnation tout en disant ah oui non mais on veut sortir de ce système de la 5e où effectivement c'est un homme, on veut arriver à quelque chose de plus démocratique. Il y a un truc qui va pas dans le discours. Ah bah écoutez, peut-être dans votre interprétation de ce que nous on défend et de ce qu'on est. Après, on va pas s'excuser d'avoir un chef qui surjoue ce registre-là. Non, on a un porte-parole, un candidat à l'élection présidentielle qui est excellent. Oui, alors voilà, on va pas s'excuser d'avoir... Enfin, moi que je trouve excellent. Alors, je suis pas d'accord sur tout à la virgule près, mais voilà, je trouve par que exemple il traduit, si on peut finir là-dessus, il traduit... ne vous inquiétez pas, je vais vous la reposer dans une minute. Oui, je n'en doute pas. Voilà, donc oui, c'est une contradiction, comme c'est une contradiction pour moi, la marxiste anticapitaliste, de m'être retrouvée à défendre les institutions de la 5e République pendant l'affaire Benalla en disant qu'il faudrait quand même respecter un peu le Parlement, même si je veux en changer. Oui, c'est une contradiction. Ce n'est pas nous qui avons décidé des règles du jeu, mais nous, on respecte. Mais vous les jouez bien. On les respecte. On respecte le mandat démocratique qui nous a été donné. On pense qu'on peut changer les choses si on convainc une majorité, et donc on s'inscrit dans ces institutions. Après, si on arrive on les incarne mieux que les autres, on incarne la parole populaire mieux que les autres, tant mieux. Mais on est certainement pas, notre objectif n'a jamais été de s'en contenter. Et je rappelle, quand même, encore une fois, on met beaucoup l'accent sur Jean-Luc Mélenchon. Vous mettez beaucoup l'accent sur Jean-Luc Mélenchon. Mais citez-moi une autre force politique qui a mis en avant autant de nouveaux visages, de nouvelles voix que celle d'Adrien Quatennens, de Mathilde Panot. C'est la raison pour laquelle nous vous recevons ce soir. Voilà, vous voyez bien c'est la raison pour laquelle nous vous recevons ce soir. On dit Mélenchon, Alors oui. quoi, par exemple ? Parce que c'est un système, justement, qui regarde la politique par en haut, les grands hommes. Nous, on est contre ça. Et on le prouve tous les jours. Mais vous jouez le jeu. Vous n'êtes pas contre ça. Si, on jouez le jeu ça. Du grand homme et du sauveur et du... Non, mais ça c'est encore une fois votre interprétation. Je vous assure que les 17 qu'on est, ce sont 17 têtes dures. Et franchement, la tête de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la plus dure. On a le droit dans ce groupe-là. d'être en désaccord avec lui sur quoi ? On a le droit d'être en désaccord, pas qu'avec lui, mais entre nous sur plein de sujets. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, par exemple, parce que moi j'ai lu avec intérêt un article de Libération qui dit qu'il y a une réunion de groupe cette semaine à l'Assemblée, donc entre les députés, qui a été un peu compliquée. Pourquoi ? Parce qu'un manifeste lancé par Mediapart, Politis et Regard, un manifeste en faveur de l'accueil des migrants,
n'a été signé que par une seule députée insoumise, en l'occurrence Clémentine Autain, et que ça lui a été vertement reproché, que ça a donné lieu à une discussion extrêmement animée, pour ne pas dire difficile. Oui, bah ça c'est selon le journaliste qui était bien évidemment présent dans cette réunion. Dites-nous si c'est faux. Moi, c'est du grand n'importe quoi, je l'ai déjà dit. Ah d'accord. Écoutez, ça fait plus d'un an que notre groupe se réunit tous les mardis et pendant 2 heures, on débat de tout, de l'actualité, de la question au gouvernement, de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. On débat parce qu'on est justement on est des élus, mais on est des militants politiques qui essayons de nous convaincre sur des idées. Alors, des fois, on ne sait pas. Des fois, on se dit, bon, on va tester ça, on va voir si ça marche, etc. Et dans cette réunion, comme dans toutes les autres, encore une fois, on a là, il y a eu un désaccord, puisqu'il y a une députée qui a signé et les autres qui n'ont pas signé. Ça, c'était bien avant. Le signe. Écoutez, le manifeste, il existe, il a été lancé bien avant. Pourquoi vous ne l'avez pas voulu signer, vous, par exemple, à titre personnel? Pourquoi est-ce que vous ne le signez pas? Juste, je finis. Il se trouve que Clémentine Autain est chorégraphice de Regard qui porte cette pétition. Donc, c'est bien sûr que c'est normal qu'elle la signe. Et vous je vous rappelle d'ailleurs que bien d'autres gens dans la France insoumise, de candidats, de figures l'ont signé, de militants. Il y a plein de gens qui l'ont signé. Moi, j'ai décidé de m'abstenir parce que justement, je voulais arriver, je voulais être convaincue de l'accueil des migrants. Non. Juste là-dessus, parce que puisqu'on y est, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, et je ne sais pas ce qui est le pire, que vous vous en rendiez compte ou pas, de la violence de l'insulte qui est faite constamment. Qui vous insulte? Je dis pas vous, je dis... Voilà, essayez de vous rendre compte de la violence de l'insulte qui est faite depuis maintenant 1 mois à l'ensemble des militants que nous sommes. Parce qu'il y a une ambiguïté, Madame Obono. C'est bien pour cela que nous sommes obligés de vous interroger à plusieurs reprises. Parce que cette ambiguïté n'est jamais levée réellement. Monsieur Toussaint, je vous réponds. J'ai été chef de file du groupe de la France Insoumise pendant les débats sur la loi Asile-Immigration. Nous avons produit un document de 40 pages. 40 pages, où nous développons toutes les propositions pour un accueil inconditionnel, pour la défense du droit d'asile, pour élargir le droit d'asile, pour dépénaliser le séjour irrégulier, pour régulariser les travailleurs sans papier, les familles, les étudiants. Nous avons développé pendant des heures à l'Assemblée nationale, nos propositions. Et ça, tout d'un coup, est remis en cause. On nous demande à nous de nous justifier de nos positions sur l'accueil des migrants. On nous insulte à demi-mot en nous traitant de rouge-brun, de quasi-alliés des nazis, de quasi-alliés des Salvini. Et aujourd'hui, c'est nous qui devrions nous justifier de quoi, Monsieur Toussaint? Avez-vous lu les 40 pages vous savez, du nous document nous que savons nous tous, Daniel Obono, que c'est une question extrêmement sensible. Ah mais oui, parce que les Français, donc vos électeurs, sont hostiles à l'accueil des migrants. Nous le savons, toutes les enquêtes le montrent. C'est bien normal que ce soit sensible et qu'il puisse y avoir des discussions. Oui. Et donc, est-ce que ce sont des discussions qu'on a depuis des mois? Personne ne vous insulte. Écoutez, on essaie simplement de mettre en lumière si je peux me permettre cette difficulté. Pour vous expliquer, la difficulté, elle ne vient pas de nous. Mais moi, ce que je ressens comme une insulte, et croyez-moi, c'est si je pèse mes mots, comme une insulte et comme une ignominie, quand on nous fait quand on nous traite de gauche anti-migrants et quand on sous-entend que nous serions l'équivalent de Salvini ou l'équivalent de je ne sais quelle tendance rouge-brune. Après tout le travail qu'on a fait, c'est pas juste une insulte personnelle vis-à-vis de moi, vis-à-vis de 16 autres, de Caroline Fiat, de Mathilde Panot, qui sont tous les jours aux côtés des migrants, de tous les insoumis et insoumises qui sont aux côtés des migrants. Oui, permettez que je trouve ça insultant. Alors signez le texte. Non, excusez-moi. Si aujourd'hui, en fait, vous résumez pour vous et pour les personnes qui, comme vous, nous demandent de signer un texte, en gros, les 40 pages dont je vous parle, sur lesquelles personne ne revient. Vous ne m'avez pas posé des questions sur comment on fait pour créer les 20 000 places que nous, on propose. On pourrait avoir un débat là-dessus. Comment on fait pour mettre en place la gestion mondiale des migrations, comme on le propose? Comment on fait, une fois qu'on aura suspendu les accords de Dublin, comme on le propose? Personne ne pose des questions là-dessus. Vous vous expliquez. Personne ne propose... soir, vous vous expliquez. Oui, mais je le fais. Personne ne demande à nos détracteurs et détractrices qu'est-ce qu'ils proposent d'autre que nous. Qu'est-ce que propose ce manifeste d'autre que nous? Vous pouvez Nicolas. Excusez-moi de me sentir insultée quand tout mon engagement politique... Mais si, pour moi, c'est la question. Non, essayez d'entendre qu'il y a une question qui se pose dans la gauche radicale, pas seulement en France, en Allemagne aussi. D'ailleurs, on s'en est entretenu sur ce plateau avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines. À savoir, est-ce qu'il faut limiter? Il y a un débat entre les no-borders qui disent qu'il faut accueillir tout le monde, et puis ceux qui disent qu'il faudrait peut-être régulariser
réguler un peu les flux, ne serait-ce que parce que ça tire les salaires vers le bas. Je veux dire, c'est insulter personne de poser ce débat-là. Oui, et mais de c'est dire... pas le nôtre. Ça n'a jamais été le nôtre. Là, vous parlez. Il traverse aussi des gens de chez vous. Voilà, on l'a bien vu beaucoup vous parlez d'un débat qui concerne aujourd'hui notamment la gauche en Allemagne, avec des courants très forts qu'on appelle le n'épargne pas la gauche radicale française. Oui, mais où est-ce que vous avez lu, encore une fois, le programme de la France Insoumise, le livret thématique qu'on a fait pendant la campagne et les 40 pages de brochures, de propositions, où est-ce que vous avez lu une seule fois que nous étions pour ne pas accueillir inconditionnel les personnes qui sont ici? Où est-ce que vous avez lu que nous pensions qu'il ne fallait pas régulariser les travailleurs et les travailleuses sans papier? Où est-ce que vous avez lu ça? Encore une fois, moi je veux bien avoir un débat. Je ne demande que ça. On n'a jamais refusé d'avoir des débats, mais ayons-les sur le fond et sur les vraies choses que nous on défend. Parce que autre chose, c'est non seulement une insulte personnelle, et ça je le répète, parce qu'on l'a su, on est nombreux et nombreuses, pas juste les députés, mais aussi les militants qui chaque jour se battent, qui l'ont ressenti comme une insulte personnelle. Mais franchement, en quoi ça fait avancer la cause des migrants? On peut débattre, mais agissons sur le terrain. C'est le fait de ne pas signer ce texte. Pardon, on n'a pas compris. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a gêné? Oui, parce qu'il y a un débat sur le fait, comme sur tous les textes et toutes les pétitions, ceux qui ont l'habitude des débats politiques de la gauche, non, mais ça veut dire qu'on peut être critique d'un texte. Moi, j'ai entendu les camarades qui m'expliquaient qu'ils pensaient que le texte n'allait pas assez loin, que nulle part dans ce texte n'est question de la politique de M. Emmanuel Macron. Son nom n'est même pas cité. Donc si on pense qu'un texte ne va pas assez loin, voilà, moi je me suis abstenue là-dessus parce que je pense que ça n'est pas assez loin. Si vous considérez que ne pas signer ce texte veut dire que tout ce qu'on a fait depuis des mois, tout mon engagement personnel et politique est remis en cause, personne n'a dit ça. Écoutez, c'est votre choix. Je pense que veux juste vous êtes les choses soient mises très au clair parce que c'est effectivement un sujet qui est important. Qui est très sensible. Et voilà, vous me lancez là-dessus. Voilà, vous avez raison, vous allez laisser vous expliquer. Et voilà. Il nous reste 2 minutes et on est un peu en retard, mais les tops et les flops, ça va nous permettre d'évoquer encore d'autres sujets. On commence avec vous. Titiou, le top, qu'est-ce qui vous a marqué? Banksy, le street artiste, qui a fait quelque chose d'absolument génial. Une vente aux enchères d'une de ses toiles, il l'avait mise dans un cadre au moment où elle a été adjugée pour 1,2 million d'euros, une bagatelle. Et l'œuvre s'est auto-détruite sous les yeux des gens qui... Voilà. Et je trouve ça magnifique. Et évidemment, on sait qu'il va être encore plus coté et que ses œuvres coûteront encore plus cher. Vous avez trouvé ça génial, vous avez dit? Oui, moi j'adore Banksy. Je crois que je l'avais cette image-là sur une de mes icônes de profil. Et voilà, c'est l'ultimate troll, quoi. Je trouve ça génial. Nicolas, votre top? Alors mon top, c'est la commission d'enrichissement de la langue française qui a proposé de ne plus employer le terme de fake news et de le remplacer par infox. Alors moi j'adore ces questions de langue française parce que ça va... Qui va l'emporter de l'usage ou pas Vous savez que Buzz, par exemple, il fallait le remplacer par Random. Ça n'a jamais marché. Donc, est-ce que cette fois-ci, un Fox, parce que c'est vrai que Trump emploie le terme de fake news. Donc, est-ce qu'un Foxtrot, pardon. Tout ça pour ça. Tout ça dedans. Donc, non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que la langue est vivante. Bouge. Voilà, et c'est bien. Après, je pense qu'on peut aussi imaginer. Ramdam, c'est pas mal. C'est bien de s'imaginer des nouveaux termes qui correspondent aux nouveaux... Le flop de Titiou, c'est un sujet important, mais je vais demander de faire vite malgré tout. Oui. Vendredi, dans les Yvelines, un homme s'est attaqué à sa compagne et il lui a défoncé le crâne à coups de masse. Et je voulais en parler parce que ça arrive fréquemment en France et tous les... Alors elle a pour l'instant survécu, elle est hospitalisée, ses jours sont comptés, on ne sait pas. Mais voilà, il y a en ce moment beaucoup de rassemblements pour lutter contre les violences conjugales. Et voilà, il faut rappeler que c'est une femme qui est tuée par son compagnon ou ex-compagnon tous les 3 jours en France à l'heure actuelle et que ça continue chaque semaine. Est-ce que vous voulez nous dire un mot là-dessus ? Je veux appeler tous et toutes à être présents au rassemblement en novembre, le 24 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, d'être très nombreux et nombreuses pour dire à quel point ce genre de choses est inacceptable et pour dire à quel point il faut se battre, il faut résister à ça. Et voilà, tout le soutien possible et imaginable aux personnes qui sont victimes de ça et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et que voilà, on est nombreux et nombreuses à leur côté.
Nicolas. Alors, le flop pour l'école polytechnique, dont une enquête sociologique publiée par Libération nous rappelle que la sélection sociale sexiste aussi est toujours aussi forte et géographique, puisque 1% de fils d'ouvriers, alors qu'il y en a près de 30% dans la société, 29% de femmes, des étudiants qui viennent uniquement de la région parisienne et de deux grands établissements. Bon, et aussi des considérations passionnantes sur le concours d'entrée, parce que jusqu'à présent, on disait que, par exemple, les mathématiques n'étaient pas un instrument de sélection sociale. Or, l'enquête montre que ça l'est autant que le français. Donc, le nouveau patron de Polytechnique, il a du boulot pour changer ça. Merci beaucoup, Daniel Obono. Merci d'avoir participé à eux en même temps. Bonne soirée.